Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une femme que j'admire beaucoup, Sabrina Erlori, la directrice générale de MAC Cosmetics. Peu nombreuses sont les femmes qui accèdent aujourd'hui tout en haut de la sphère du pouvoir. Moins de 5% des postes de direction générale sont aujourd'hui tenus par des femmes, et je pense que c'est en grande partie dû à un manque de représentation, à un manque de rôle modèle. Sabrina est clairement un rôle modèle à mes yeux, femme de pouvoir, mais aussi femme engagée. Sabrina est, entre autres, la porte-parole de la Fondation des femmes. À la croisée des chemins du monde de l'entreprise, du monde associatif, mais aussi du monde politique, Sabrina a bien compris que pour faire bouger les choses, il fallait composer avec tous ces milieux. Sans jamais se compromettre, et c'est bien là la particularité de Sabrina, elle reste toujours fidèle à elle-même, que ça plaise ou non. Cet épisode est riche en réflexion, en remise en question, en non politiquement correct, mais il est sincère, bienveillant et enrichissant, alors j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes pour nous dire pourquoi vous l'avez apprécié, que vous pouvez nous le faire savoir, et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au podcast directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Salut Louise. Bienvenue sur InPower. Nous, on se connaît déjà. On s'est rencontrés grâce à Camille, qu'on embrasse. Très fort. Et on s'est très bien entendu parce que on est alignés, je pense, sur nos combats et sur pas mal d'autres choses. Mais on va pas trop en dire d'abord. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent ? Donc je m'appelle Sabrina, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants, des jumeaux qui ont bientôt 4 ans, ça c'est quand même assez majeur. Ouais. J'ai la chance de diriger une marque de cosmétiques et j'ai en fait quasiment toujours été dans la beauté professionnellement et je dirais que je suis une citoyenne engagée, je crois que ça c'est un autre point qu'on a en commun toi et moi et qui fait d'ailleurs que Camille nous a présenté. Donc voilà, je travaille et j'aide différentes assos qui ont tout en commun de célébrer et d'accompagner et d'aider et d'essayer de solutionner des problèmes liés aux violences faites aux femmes ou à l'éducation de jeunes filles en grande précarité. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois engagée dans ces causes ? Tu vois, est-ce que y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, là, il faut que mon engagement aille plus loin ? En fait, j'avais pas d'engagement du tout, donc ça pouvait pas être, on pouvait pas partir de plus bas. Et je le dis de façon hyper décomplexée parce que je trouve que l'engagement, ça dépend. Chacun a son parcours personnel, mais je crois beaucoup à l'éveil. En fait, je crois qu'il est jamais tard, trop tard. Et je pense qu'il n'y a pas de règle. Et je pense que chacun y va à sa façon et en fait peut y arriver par son chemin. Donc moi, j'étais pas particulièrement engagée. J'avais des vraies convictions. J'avais une histoire personnelle qui faisait que effectivement certaines choses comptaient énormément à mes yeux, mais j'avais jamais passé le cap. Et je le dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres. En fait, j'ai rencontré des femmes tout au long de ma vie qui m'ont plus qu'inspirée en fait, que j'ai trouvé complètement hors norme et qui m'ont fait me sentir obligée de m'engager en fait, tout simplement. Donc la première, elle s'appelle Tina Kiefer. Je l'ai rencontrée quand je dirigeais l'Occitane. Elle avait besoin d'un partenariat. On a discuté, on a monté ce partenariat ensemble. Ensuite, on ne s'est plus jamais quittés. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer à ses côtés. Et puis ensuite, j'ai rencontré 2 autres personnes, la présidente fondatrice de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Melfert, et Rada Hatem de la Maison des femmes de Saint-Denis. Et de façon plus récente, je suis engagée aussi auprès de la Fondation HEC, parce que c'est l'école que j'ai faite, pour lever de l'argent pour les boursiers et pour la jeunesse qui en ce moment est en grande difficulté. Voilà. Ouais. Et je pense que pour HEC, c'était quand même le sujet pour lequel j'allais m'engager en fait, parce qui résonne énormément en moi. Donc Ok. voilà, donc en fait, il n'y a pas de choses... D'épisodes. Non, enfin, il y a vraiment... moi, je crois beaucoup... c'est pas à toi que je vais dire ça, mais tu vois, la sérendipité des rencontres. Et puis quand tu rencontres des gens formidables, incroyables, qui déplacent des montagnes et tu as juste envie de te dire, ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Est-ce que je peux vous aider ? Et quand en plus, ils te laissent la chance de les accompagner, c'est normal, je trouve. Ouais. Après, ce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont frustrées parce que eux n'ont pas l'occasion de peut-être rencontrer des gens. Je sais que
j'essaye maintenant de plus en plus aussi de mettre à la place de personnes qui ont quand même moins accès que nous à un écosystème, tu vois, et que c'est vrai qu'une fois que tu rentres dedans, des personnes peuvent te présenter des personnes et c'est très vertueux. T'as des conseils à donner peut-être pour des personnes qui nous écoutent, qui veulent s'engager, mais qui sont peut-être dans un coin, dans le monde, où il n'y a pas énormément de possibilités. Bon, maintenant, le digital fait pas mal de choses, mais je pense que il y a peut-être un côté frustrant. Je sais que parfois, des gens m'écrivent en mode, comment est-ce que je peux m'engager ? Et c'est vrai que c'est difficile de trouver la réponse. Tu sais, je vais te répondre déjà par un truc très basique. Ça, c'est parce que j'ai un grand âge aujourd'hui par rapport à toi, donc j'ai un peu de recul. T'inquiète, c'est... Ouais, mais c'est quand même tout est relatif, tout est une question de relativité. Je pense que le premier engagement, il est déjà la façon dont on se comporte soi-même quotidiennement. Enfin, je veux dire, c'est très très bête, mais à la limite, t'as pas besoin de faire des choses monumentales pour être engagé, être un citoyen correct, aider ta voisine, aller faire les courses pour la vieille dame qui habite l'étage au-dessus. Pardon, mais ça, je pense que voilà, c'est des choses qui sont quand même à la portée de beaucoup de gens. S'occuper des siens, dans sa famille, c'est très très basique ce que je dis, mais je te promets que moi parfois je suis dans des conversations, etc., où je me dis, mais en fait, l'engagement, c'est tout et rien à la fois. C'est pas parce que parfois tu vas donner 10 € à une asso que tu es engagé, et à la fois c'est génial aussi. Pour moi, je pense qu'il faut faire les choses avec son cœur comme elles se présentent, et quand il y a des gens qui sont pas nécessairement engagés dans des assos, mais qui sont en fait des citoyens remarquables. Tu sais, je vais même faire une blague. En fait, voter dans notre pays aujourd'hui, pour les jeunes générations, je pense que c'est déjà une forme d'engagement. Donc en fait, ça veut tout et rien dire. Je pense qu'essayer de se comporter bien, avoir des valeurs. Et puis ensuite, si par contre vraiment on veut rejoindre une cause qui nous dépasse avec une vraie volonté sociétale de faire avancer les choses, je pense qu'il faut d'abord se dire, ok, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce qui, je pense, va changer le monde, ou en tout cas, quel peut être un des leitmotifs de mon engagement ? Ensuite, je pense que comme tu le dis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux / Internet, c'est quand même assez simple de trouver des jalons. Et puis, il ne faut pas hésiter. Ça, par contre, je le dis pour le coup, et d'ailleurs, je pense que c'est quand même un des traits de ta génération. Typiquement, s'il y a une assoce, un projet qui vous tente, mais ensuite il faut y aller de façon spontanée, écrire, contacter les gens. Enfin, au pire, les gens ne vous répondent pas, c'est juste triste, mais en vérité, il y a de très 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 fortes chances pour que l'asso en question vous réponde et se dise, ok, toi à ton niveau local, voilà ce que tu pourrais faire pour nous si ça t'intéresse. Donc en fait, prendre les devants et se dire que tout est possible. Et que si on veut participer, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des assos sont ravis d'avoir des appels entrants de gens qui disent, ok, je vous ai vu, je vous ai croisé, j'ai entendu, ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ? Et plus on est, et mieux c'est. C'est pas trop déprimant, parfois, de se battre pour des causes et de voir qu'il y a si peu d'avancées. Enfin, je pense aux violences faites aux femmes. Ça fait quand même, du coup, toi, plusieurs années que tu es engagée pour cette cause. On voit les chiffres, ça ne fait qu'augmenter avec le confinement notamment. C'est pas rageant ? C'est une bonne question. Je pense que tu peux pas t'engager si t'es pas profondément optimiste. Et si tu te dis pas que même si les choses mettent du temps, à minima, ton action veut quand même dire quelque chose et transformative, même si elle est minuscule. Je citerai les propos d'Anne-Cécile Melfert, qui est, elle, vraiment en première ligne, présidente, fondatrice de la Fondation des femmes. Elle dit, elle s'en est pas cachée lors de la journée du 8 mars, elle dit qu'à partir du moment où on s'engage sur un projet, par exemple, elle parlait des féminicides, et qu'on a décidé d'en faire elle a réussi à en faire vraiment un sujet sociétal fort, et que le politique s'en est emparé, eh bien les chiffres ont quand même diminué. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité, et je pense que toutes les actions qui sont menées, qu'elles soient de levée de fonds concrètes, de soutien, et en parallèle de soft power, donc de prise de parole dans l'inconscient collectif, pour que les gens en fait réalisent. Tu sais, moi typiquement, les féminicides étaient un sujet que je connaissais pas du tout en fait, et dont je n'avais absolument pas conscience. J'avais pas conscience qu'il y avait 140, 150 femmes qui pouvaient mourir dans mon pays sous les coups de leur conjoint. Enfin, ça m'était complètement étranger, et c'est même conceptuellement dingue en fait. En France, au XXIe siècle. Et en fait, elle a raison de dire que quand même, les chiffres ont diminué de façon conséquente. Donc, il y a des constats, il y a des diagnostics qui sont faits, il y a des solutions qui sont proposées, et on est quand même toutes, je pense, assez claires sur le fait que
on n'y est pas, mais que ça va quand même dans le bon sens. C'était des problématiques typiquement dont on ne parlait pas. Moi, j'ai pas du tout grandi. Moi, je suis beaucoup plus âgée que toi. J'ai pas du tout grandi avec ces sujets. Et pas d'awareness. Il y avait pas d'awareness. C'était pas relayé par la presse. C'était pas des sujets qui comptaient. C'est presque un peu des sujets de bonnes femmes. Aujourd'hui, c'est des sujets de société. Et ça, c'est déjà un bond absolument majeur. Pareil, quand tu vois ce que peut faire une Rada Hatem sur des sujets qui, là, touchent, tu vois, des violences intimes profondes, et même les sujets liés à l'avortement, tu vois, quand aujourd'hui, elle milite pour augmenter les délais liés à l'avortement dans notre pays, entre autres, de façon circonstancielle liée au Covid, mais pas que, parce qu'en fait, dans d'autres pays, les délais sont plus longs, et que potentiellement, ça peut faire du sens par rapport à l'époque. Là encore... je trouve que c'est intéressant qu'on puisse remettre ces choses-là sur la table et surtout qu'on se dise toutes collectivement que les avancées dont on bénéficie, il faut qu'on soit extrêmement redevable en fait des générations antérieures, des femmes qui ont lutté pour, et que nous-mêmes on fasse toute notre petite part du job, parce qu'en fait ces avancées-là elles sont assez précaires et fragiles. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, et même si on agit toutes à notre niveau, parce qu'encore une fois, moi je n'ai absolument pas la prétention de me dire que ce que je fais est du niveau d'une Anne-Cécile ou d'une Rada ou même d'une Tina Kiefer, loin de là, mon Dieu, loin de là, mais ça compte quand même, parce que tu vois, toi ce que tu fais là, moi à mon niveau, voilà, on éveille des consciences et on fait en sorte que la balle continue à rouler, qu'on n'oublie pas et qu'on en face des sujets sociétaux qui forcément à un moment trouveront quand même des solutions, parce que les solutions elles existent en fait. Ouais. Est-ce que tu penses, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, mais de ce que tu as pu observer, parce que je sais que tu as été en contact avec ces différents milieux, est-ce que tu penses que les choses bougent plus aujourd'hui avec la politique ou avec le monde privé, les entreprises, parce que les associations sont souvent financées par les deux, et en fait, mais ça c'est un autre sujet aussi dont je voulais qu'on parle, peut-être d'abord répondre à ce sujet-là, mais c'était vraiment le sujet aussi des entreprises qui aujourd'hui reversent à des assos, parce que c'est tellement décrié, et d'un autre côté c'est nécessaire, et comme je sais pas, tu vois, si toi Mac c'est le cas, vous soutenez des associations, mais voilà, toi tu penses que aujourd'hui, pour que les assos aient les moyens de faire bouger les choses, parce que voilà, la politique, on en avait parlé, tu vois, en fait, c'est tellement compliqué pour eux d'agir, parce qu'ils doivent toujours rendre des comptes à des supérieurs qui les briment. Tu sais, moi, je crois qu'on est arrivé à une époque où les actions isolées ne fonctionnent plus. Tout doit fonctionner en écosystème. Et typiquement, ma réponse serait que je crois qu'on est plus fort à plusieurs. Donc, moi, ce que je peux constater, c'est qu'en fait, il n'y a pas une jambe, il n'y a pas que les assos, ou la politique, ou l'entreprise privée. En fait, il faut que ces trois territoires fonctionnent ensemble et apprennent à fonctionner ensemble. Et moi, ce que j'ai pu constater à mon modeste niveau, c'est que c'est possible. La politique, ça reste majeur. Enfin, moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui se disent que ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer en politique. Je pense que c'est des métiers très, très cruels. Voilà. Mais que par contre, la politique, quand elle décide de s'emparer d'un sujet et qu'elle le porte bien, elle a une force de frappe qui est gigantesque. Enfin, n'oublions pas que la politique, c'est quand même les investissements publics et c'est la loi. La loi, c'est majeur, surtout sur des sujets... pour les violences faites aux femmes, les grandes évolutions sociétales, c'est pas à toi que je vais dire ça, t'es à Sciences Po, sont quand même viennent du politique, et je pense qu'elles continueront à venir du politique. Je pense qu'il y a une crise du politique, mais qui est liée à une espèce de désengagement, et qu'il faut réinvestir ce narratif. Donc moi, je refuse de dire que le politique ne sert à rien. Mais par contre, tout seul, il ne peut pas tout. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Je pense qu'on est dans un pays où peut-être que dans l'inconscient collectif, l'imaginaire collectif, le politique pouvait tout et devait tout. Je crois qu'il faut arriver à un constat qui est que le politique a une force incroyable de motricité dingue, mais qu'il ne peut pas tout, et que c'est génial qu'il y ait d'autres relais, et que ces relais, il faut les accompagner, qu'il faut créer ces ponts, et c'est le monde associatif, parce que c'est celui qui est en première ligne sur le terrain, et il faut leur dire merci, quoi, parce que ce qu'ils font pour notre pays est monstrueux, tous autant qu'ils sont, pas que dans le domaine des femmes. Et il y a le monde professionnel, le monde corpo, qui lui a sa part à jouer, parce que c'est aussi là où il y a de l'argent. Et puis que c'est là où se décide beaucoup aussi de l'inconscient collectif de demain, de par les
les produits, les modes de consommation qui sont pensés, c'est majeur qu'eux aussi jouent leur rôle. Et quand ces trois mondes se rencontrent, moi, c'est ce que je vois, tu vois, quand on lève de l'argent beaucoup auprès du monde corpo. On engage aussi les gens du monde corpo. Et en parallèle, il y a énormément de lobbying, finalement, qui est aussi mené auprès du politique. Et quand les trois sont alignés, alors là, c'est redoutable. Hein. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une réponse. Je dirais que c'est peut-être ce qui fait la complexité de l'époque. C'est qu'il faut qu'il y ait finalement ce tripartisme qui fonctionne ensemble. Et que par contre, ce qui est difficile pour te rejoindre, et ce qui existe peu, c'est des espèces de liens véritablement entre ces trois univers. Et je pense que ça pourrait être plus musclé et advenir mieux pour la suite. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, il y a un problème qui réside dans le fait qu'il y a même une confrontation entre ces domaines-là. Pour avoir un pied dans les trois, il y a un côté où aujourd'hui, les assos qui ont du pouvoir sont très contestataires du gouvernement et de la politique en général. Elles sont obligées de combiner avec les entreprises parce que généralement, il y a clairement des fonds qui viennent de la part des entreprises, mais si elles pouvaient s'en passer, elles le feraient aussi grandement. Il y a une défiance, en fait. Et ça, je trouve ça hyper dommage et je me demande comment réconcilier ces milieux-là parce que d'un côté, je comprends, tu vois, les assos féministes qui en veulent au gouvernement parce que les chiffres augmentent, parce qu'il y a un manque de courage politique aussi de prendre des grosses décisions, etc. Et d'un autre côté, si on veut qu'ils nous entendent, on est obligé de composer avec, quoi. Je pense que c'est le rôle. Tout le monde. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a deux choses dans la vie. Il y a les jeux de rôle et chacun est dans son domaine et doit avoir sa position, tu vois. Donc, il est logique. Enfin, quand tu n'es pas aligné avec des décisions, il faut le faire savoir. Et en parallèle, je pense en fait qu'il y a une vraie vertu à la confrontation et la collaboration en même temps. La collaboration ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout. Ouais. Et en même temps, c'est pas parce que tu critiques que tu n'as pas envie de collaborer. Voilà, c'est peut-être une réponse un peu naïve que je te fais, ou peut-être certains diront des éléments de langage, mais non. Tu sais, dans le monde professionnel, c'est aussi un peu la même chose en vérité. Il y a toujours cette espèce de tension entre j'accepte, mais en même temps, on peut probablement faire mieux, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'une évolution est possible. Après, le point important, c'est je pense, c'est de ne pas arriver au point de rupture, en fait, où la communication est rompue. Parce qu'encore une fois, je reste persuadée que ça, c'est inintelligent, au sens où les trois parties doivent travailler ensemble. Et que la solution ne viendra pas que de ces trois piliers dont on vient de parler. Ouais. Donc voilà, et quelque part, la mise sous pression crée une dynamique vertueuse aussi. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est fait, ce projet de fondation, là, le dernier en date, du coup, de financement de bourse HEC, en quoi ça consiste? Et après, nous parler un peu plus de ton parcours personnel. Écoute, oui, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est une dimension de l'école qui est assez peu connue. HEC a quand même une réputation plutôt très élitiste, d'endogamie sociale, ce qui était pas loin d'être la vérité. Hein. Moi, j'étais dans cette école il y a maintenant beaucoup d'années. Je ne sais pas exactement combien, mais pas loin de 20 ans, tu sais, en vérité, quand je suis rentrée à l'école. Et c'est vrai que moi, j'étais boursière à HEC, on était très peu de boursiers. Et ce n'était pas quelque chose qui était vraiment top of the agenda, on dira. Hein. Et 20 ans après, il y a aujourd'hui 13% ou 15% de boursiers. Et la volonté affichée, c'est d'arriver à 25% de boursiers à 5 ans. Donc déjà, quand les gens de la Fondation sont venus me voir en me racontant ça, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et puis ça vous honore, quoi. Donc... qu'il y ait déjà 15% de boursiers, je ne savais pas et j'applaudis. Et deuxièmement, que votre roadmap elle soit aussi ambitieuse sur ce sujet finalement de la mobilité sociale et de beaucoup plus d'égalité des chances, moi, ça me dit, quoi. Et ensuite, il y a un autre élément que je trouve absolument génial, c'est qu'il y a une volonté d'accompagner en fait des classes préparatoires un peu partout en France et même des collèges et des lycées à la prise de conscience, ne serait-ce que, ça va te sembler étrange, mais il y a beaucoup de gens, et moi j'en faisais partie, qui n'avaient jamais entendu parler
parlaient de classe préparatoire, qui ne savaient même pas ce que c'était. Moi, j'ai découvert ce mot en arrivant dans une seconde dans un lycée un peu élitiste, donc en seconde, où tout le monde se préparait pour une classe préparatoire. Et moi, j'ai découvert ce terme, j'avais 15 ans, tu vois. Donc, c'est assez dingue. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, par eux-mêmes, ont des espèces de méconnaissances. Et puis ensuite, même quand on a l'information, de biais psychologiques qui font qu'on se dit, mais non, c'est pas pour moi, parce que c'est pour des gens tellement plus intelligents, etc. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'il faut les accompagner. Donc, HEC fait également ce job aujourd'hui et dépense finalement beaucoup d'argent pour aller dans les collèges, les lycées et des classes prépa un peu partout en France, en sachant très bien que finalement, beaucoup de ces élèves n'intégreront probablement jamais HEC, mais ils le font parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur mission de permettre peut-être à certaines personnes d'élargir leurs horizons et de tenter leur chance. Et ça, je me suis dit, OK, s'il y a quelque chose pour lequel je peux m'engager, alors déjà, je me dois, moi, je suis reconnaissante à mon école. Je ne l'ai pas été pendant longtemps, parce que je pense que j'étais trop jeune et finalement assez immature. J'avais fait ce diplôme, et je n'avais pas trop regardé. I didn't look back, voilà, vraiment. Mais en fait, je suis très reconnaissante à cette école qui, évidemment, m'a ouvert beaucoup de portes. Enfin, surtout, voilà, quand tu as très peu de capital social, économique, etc. Enfin, c'est un accélérateur évident. Et j'étais pas, je voyais pas trop, quand on a commencé à discuter, tu vois, ce que je pouvais faire pour eux. Mais cette histoire de bourse, c'était évidemment pour moi, quoi. C'était évidemment mon histoire. C'est vrai que j'avais et surtout, ils sont très, très sérieux et très authentiquement impliqués sur le sujet. Donc ça aussi, ça compte pour moi. Tu sais, moi, je m'engage pas quand je sens pas que les gens ont vraiment envie de faire les choses. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas de temps à perdre. Ça peut que servir l'école d'avoir plus de diversité. Mais déjà, ça sert l'école, mais je pense qu'au-delà du fait qu'ils ont très, très bien compris qu'évidemment, il fallait pour eux. Mais je pense qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont un rôle à jouer dans la cité et qu'on ne peut pas avoir des espèces de petits îlots de richesse comme ça, totalement isolés, qui ne partagent pas, qui sont qu'entre eux et qui vont former une espèce d'élite déracinée. Enfin, ça fonctionne plus. Enfin, moi, en tout cas, j'y crois absolument pas pour la suite de l'histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, du coup, toi, ton parcours personnel? Du coup, c'était quoi le milieu dans lequel tu as évolué? Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert HEC et que tu as changé de lycée pour découvrir les classes préparatoires? Parce que du coup, si je te comprends bien, si jamais tu n'avais pas changé de lycée, t'aurais peut-être au final jamais... surtout si j'avais pas eu... moi, je viens de la classe moyenne, avec des parents incroyablement intelligents, qui probablement n'ont pas eu la chance, eux, de pouvoir faire des études supérieures, parce que, voilà, la vie, mais qui se sont toujours débrouillés, et je le dis souvent, moi, j'ai des parents qui ont toujours... beaucoup cru en moi et qui m'ont toujours portée. Et surtout qui n'ont jamais fait de différence, tu vois, avec mon frère, par exemple. Non, mais c'est bête à dire, mais tu vois, moi, j'ai vraiment eu le sentiment, jusqu'à très tard dans ma vie, que j'étais... comme un garçon, quoi. Enfin, qu'il n'y avait aucune différence. Que ce qui était possible aux garçons m'était possible exactement de la même façon. Donc ça, je leur suis quand même hyper redevable. J'ai pas ces espèces d'entraves ou de carcans personnels liés au fait qu'il faut bien se tenir, il faut bien parler, il faut machin, il faut bidule parce que t'es une fille, ou alors parce que t'es une fille, c'est quand même mieux de faire certains métiers et pas d'autres. Enfin, absolument pas. Ouais. Les différents jalons de ma vie, je les ai vraiment choisis parce qu'ils me plaisaient et voilà, et je me suis jamais mis de limite. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est plus des profs. Et en fait, ça, je le dis aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui se perd. Enfin, on est un pays, le XXe siècle, c'est le siècle de l'école républicaine. Enfin, je veux dire, c'est Camus, c'est des gamins qui étaient des fils de paysans analphabètes qui devenaient prix Nobel. Enfin, n'oublions pas que notre pays a vraiment produit ça. Et ça, c'est être un enfant de l'école républicaine. Et moi, c'est vraiment ce que je suis. Et en fait, à un moment, des profs ont contacté maman en lui disant, écoutez, voilà, elle est bonne à l'école, ça l'intéresse en plus, on voit qu'elle a soif de faire des trucs, on sent qu'elle a du potentiel académiquement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que voilà, il y a pas plein d'autres façons de faire, mais est-ce que ça vous intéresserait? Parce qu'on pense qu'elle pourrait poursuivre un autre cursus qui s'appelle les classes préparatoires. Et maman a dit, ah bon, classe préparatoire oui, la fac, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, la fac, c'est super bien, mais il y a aussi ça. Et potentiellement, est-ce que ça vous intéresserait? Et si ça vous intéresse, on peut probablement l'aider à aller dans un autre lycée. Et c'est là où j'ai atterri. Mais alors, vraiment, une main devant, une main derrière. Hein. Je suis arrivée en seconde. Là, pour le coup, dans un monde qui était très, très différent de ce que je connaissais. Et puis après, tu sais, la vérité, il n'y a pas de choses incroyables. La vérité, c'est que je pense que j'étais finalement assez, à ce moment-là, probablement un peu
scolaire, moutonnière. Enfin, vraiment, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est pourtant des mots que je n'aime absolument pas. Mais en l'occurrence, quand tu mets un gamin dans un monde, je pense que soit il le rejette de toutes ses forces, soit il l'apprend et il le mimique. Et en fait, je pense que, moi, c'est devenu mon monde, un peu par hasard, mais je m'y suis en fait glissée sans trop de difficultés. Et j'en ai appris les codes. Parce que c'est des codes aussi, qui sont très différents. Si la violence, entre guillemets, culturelle n'a pas été trop forte. T'as changé de ville même ou pas? Non, enfin oui, bon, vraiment connexe, de façon très connexe. Mais oui, j'ai changé de ville pour... Enfin, j'ai pas déménagé, mais mon lycée était dans une autre ville que celle où je vivais. Écoute, j'en ai plutôt un souvenir amusant avec le recul. Je pense que quand tu n'es pas issu complètement de cela, tu as toujours un petit regard amusé, en fait. Tu en fais partie, à la fois, tu as toujours un pas de côté. Tu regardes les situations, les gens, les conversations, et ça t'amuse, ça te fait rire. Parfois, ça t'énerve aussi. Mais voilà, c'est pas très méchant. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, en fait. Et que ce dont tu te rends compte, c'est que... Beaucoup de gens à qui tu tends la main sont capables de faire des choses absolument remarquables. Moi, j'ai jamais cru que parce que tu suivais un certain parcours, que tu cochais certaines cases et que tu avais certains diplômes, tu étais plus intelligent que les autres. En fait, je ne crois pas à ça et je ne crois pas à ça depuis très longtemps. En fait, je me rends compte même de la comédie humaine depuis très très longtemps, puisque j'ai pu y participer d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un des leitmotifs de ma vie, c'est quand tu me demandais tout à l'heure pourquoi à un moment tu t'engages, etc. Moi, il n'y a pas eu de moment, il y a eu, je te dis, des rencontres qui ont fait que petit à petit. Mais je crois que quand même, de façon évidente, dans mes tripes, au fond de moi, il y a un sentiment très fort assez tôt d'une forme d'injustice sociale qui montre qu'à pas grand-chose, tu peux passer à côté d'une vie, quoi. Enfin, d'une vie, tu vois, d'un diplôme, derrière d'une carrière, etc. En étant exactement la même personne et en ayant absolument le même potentiel. Et ça, pour moi, c'est une forme de gâchis. Et je trouve que il faut faire de son mieux pour essayer de mettre en place des choses pour... le limiter au maximum. Et puis surtout, quand tu rencontres des gens qui te demandent de l'aide, il faut y aller, quoi. Et une fois que tu arrives en classe prépa, ça s'est passé comment? C'est 5 ans, j'imagine, du coup, d'études? Non, la classe prépa, c'est 2 ans. Ouais, et après, tu as fait 3 ans Et après, tu as 3 ans d'école. Enfin, à mon époque, c'était déjà 4 ans d'école, mais moi, j'ai fait l'école en 3 ans parce que j'avais très envie d'être diplômée et de commencer à travailler. Ouais. Qu'est-ce que tu... Parce qu'en fait, je trouve que c'est... Moi-même, je réfléchis, je sais pas où me situer par rapport au diplôme aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait hypocrite de ma part de dire que ça sert à rien. Et d'un autre côté, fondamentalement, j'ai pas encore assez de recul pour savoir ce que mon école m'a apporté. Mais j'ai tellement plus l'impression que ça t'apporte un réseau et... peut-être une ouverture sur le monde. Mais personnellement, j'ai l'impression que j'ai quand même appris à apprendre avant ça et que, c'est parce que j'ai commencé à travailler en parallèle aussi, mais que ça m'a pas fondamentalement apporté énormément de choses, ce que je regarde parfois aussi. Mais je voulais savoir, toi, quel était ton sentiment? Est-ce que c'était déjà le cas, tu vois, il y a 20 ans? Ou est-ce que t'as vraiment, toi, l'impression que t'étais une personne différente avant, après? Moi, j'étais... Je pense que déjà, j'ai pas complètement fait les études que j'aurais souhaité faire. Je pense qu'à 20 ans, j'aurais préféré étudier la philo ou peut-être même aller à Sciences Po, tu vois, en tout cas, continuer des études plutôt de sciences humaines versus des études commerciales. Donc, j'ai pas été très heureuse pendant mon parcours académique dans l'école de commerce en question. Rien à voir avec eux, c'était vraiment moi et mes envies à ce moment-là. Et du coup, j'ai aussi, de par le fait... j'étais boursière, moi. Donc, en fait, j'avais une scolarité aménagée. Je travaillais l'après-midi. J'avais mes cours le matin. Et j'étais pas tellement sur le campus. J'ai eu très peu d'interactions sur le campus, finalement, parce que ma vie était un peu ailleurs, si tu veux. Je donnais des cours de philo. J'avais été une des majors en philo à l'entrée du concours. Donc, ça m'avait ouvert plein de portes. Pour le coup, c'était un élément de pub extraordinaire, tu vois, pour avoir recruté des élèves. Je travaillais dans des startups pour gagner aussi un peu de sous. Et puis, vivre, m'amuser, tu vois, sortir et tout. Donc en fait, j'ai eu finalement, je dois le reconnaître, assez peu d'interactions à proprement parler dans ma vie étudiante. Ce que je constate 20 ans après, c'est que quand même, je crois que quand on a la chance, c'est une chance de faire des études, il faut le dire, il faut le redire. Moi, je cracherai
cracherai jamais sur les écoles et sur les concours. Après, on peut revisiter les modus operandi et évidemment challenger le manque d'ouverture sociale et le manque de vecteurs, d'ascenseur social que ça représente. Et je pense que c'est un vrai sujet pour l'avenir de notre pays et du contrat social. Ça, c'est plus ça qui m'interpelle et que je trouve qui mérite qu'on se penche sur la question. Faire des études, avoir la chance de faire des études et avoir un diplôme, mais à aucun moment il faut critiquer ça. C'est une chance monumentale et encore plus quand on est une femme. Donc, moi, je suis hyper redevable à mon école. Sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, mais en fait, 20 ans après, je me rends compte effectivement de l'accélérateur que ça a pu être pour moi. Pour répondre à ta question sur le réseau social, je l'avais en fait assez peu à l'école parce que j'étais très peu impliquée dans l'école et je connaissais finalement assez peu les différentes personnes de mes promos. Mais en fait, la vie a fait qu'on s'est tous retrouvés au fur et à mesure du parcours. Donc oui, clairement, c'est... Aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup des gens que je croise, que je fréquente, même avec qui je suis soit en affaires, soit même en levée de fonds, etc., sont des gens en fait, que j'ai croisés à l'école. C'est assez amusant. Ça converge beaucoup parce que d'une certaine façon aussi, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est des gens que tu croises dans ta vie en fait. Parce que quelque part, on est tous un peu dans les mêmes domaines, dans les mêmes mondes. Donc... clairement, là, il y a un élément qui est que ça te fait gagner du temps. Ces gens, tu as l'impression de les connaître alors que tu ne les connais pas finalement plus que ça. Mais tu gagnes énormément de temps dans la relation avec eux, ouais, c'est sûr. Donc, c'est un peu de tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu es amené à beaucoup te débrouiller seul, c'est quand même des éléments d'accélération. Ouais. Négligeable. Non négligeable. Non, mais en fait, c'est juste que... l'apprentissage, c'est ta question. Enfin, moi, je crois que... Les études, quelles qu'elles soient, sont des mains tendues, des portes ouvertes. Mais ensuite, si tu ne décides pas proactivement de faire les choses, il ne se passe rien. Enfin, l'apprentissage, c'est toi qui le décides. Donc oui, la réponse est que tu peux le faire sans ça, évidemment. Et probablement même, du coup, de façon, comme c'est beaucoup plus volontaire, ça aura une trace encore plus profonde en toi. Et tu seras peut-être même encore plus performant. Après, je pense que pour se lancer soi-même dans beaucoup d'apprentissage, il faut une espèce de volonté chevillée au corps, que les études quand même te permettent... c'est une façon soft en fait, très, très encadrée, très confortable, parce que finalement ta vie est quand même structurée autour d'horaires, de planning, de cours, de machin. C'est quand même plus sympa et plus pratique quand tu dois faire les choses tout seul par toi-même. Moi, j'admire profondément les gens qui se débrouillent tout seuls, parce que moi, je ne sais pas si j'aurais la discipline d'y arriver, tu vois. Non, mais en effet, je pense qu'il y a une grosse... Enfin, t'as raison, il y a une part de personnalité, mais c'est parce que, tu vois, je me penche pas tous les 4 matins sur les enseignements que je tire des épisodes de podcasts que je fais avec des invités inspirants, mais il y a quelque chose que j'ai été forcée de constater, c'est que la plupart de celles et ceux que j'ai reçus qui sont le plus épanouis dans leur travail sont des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui ont arrêté leurs études, tu vois. Et en fait, ça me fait vraiment réfléchir. Quand je vois, moi, des amis qui ont fait des études, des longues études, des études reconnues socialement, qui ne sont pas heureux, je me pose des questions, tu vois. Ça, c'est autre chose pour moi. Moi, je pense qu'il y a des gens très heureux qui ont fait des études et qui sont très heureux. Enfin, moi, j'en fais partie, donc toi, je déroge à ta règle. Non, je pense que le sujet est plus qu'il y a une espèce de conditionnement social. C'est-à-dire que quand tu fais certaines études, on s'attend à ce que derrière tu épouses certaines carrières, certains métiers, que tu rentres dans certaines boîtes et que tu continues toute ta vie sur une voie qui finalement est un peu prétracée. Je pense que c'est ça qui rend malheureux. Ce qui rend malheureux, c'est d'être à côté de sa vie, c'est pas d'avoir fait des études. D'avoir fait des études, c'est un privilège incroyable. Et je crois qu'il faut je réitère le fait qu'il faut remercier déjà un pays qui permette quand même à la grande majorité d'étudier dans des conditions économiques quand même très abordables, parce que même HEC, c'est une école qui est chère, mais par rapport à ce qu'est le monde anglo-saxon, ça ne coûte rien. Il faut le dire, on a une chance monumentale. Ce pays, il faut arrêter de se flageller. Ce pays a des trucs incroyables. Donc voilà, donc c'est pas de faire des études qui rend malheureux, c'est peut-être de se planter d'études, mais surtout après de se planter de vie. Ça c'est sûr. En fait c'est là où tu as raison. Clairement, moi je remercie chaque jour la France de financer une grande partie des études et en tout cas de les rendre beaucoup plus accessibles que dans le monde anglo-saxon. Mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, tu as moins cette fatalité
Oui. Tu vas étudier la musique et après tu peux devenir trader en fait. Sûr, fondamentalement, j'en connais, tu vois. Je suis absolument d'accord avec ça. Et après, je pense aussi que c'est... Bien puis, sûr, il y a une part de responsabilité de l'entreprise, mais il y a aussi, je pense, vachement de barrières que se mettent les gens eux-mêmes en se disant non, mais j'ai étudié le droit, je peux pas demain ouvrir c'est quand même, un resto. Mais je pense que... Alors, il y a des barrières que se mettent les gens, mais je pense que ça, c'est en train d'évoluer quand même. Je pense que tout le monde a compris qu'on aura tous différentes vies, différentes carrières et qu'il faudra aussi inventer nous-mêmes nos outils de travail à un moment. Enfin, je pense que ça commence en tout cas à vraiment faire son chemin. Dans ta génération, je pense que c'est un acquis. Même dans la mienne, c'est en train, alors que vraiment, on n'a pas du tout été conditionné comme ça. C'est clair. Je pense que c'est en train de faire son chemin. Après, clairement, pour moi, il y a une responsabilité du monde corpo, et du monde corpo et de tous les mondes qui connexes, que sont la chasse de tête, etc. On est dans des mondes, effectivement, qui mériteraient d'être plus ouverts dans la réflexion. On est beaucoup dans le copy-paste, en fait. Et du coup, on a besoin de se rassurer en se disant qu'on va dupliquer à l'infini des modèles un peu similaires. Je dirais cependant que je pense que c'est en train... pas de mourir, mais c'est en train quand même de changer parce que, en vérité, les nouveaux métiers, on ne les connaît pas. Et que je crois qu'on commence quand même à réfléchir et à se dire qu'on mise sur des potentiels, donc sur des gens qui pourront acquérir des skills, parce que ça reste des skills, tu vois, tu te formes au truc, mais qui par contre ont dans leur personnalité justement l'envie d'être un défricheur, d'être créatif, de servir, qui sont passionnés par certaines, tu vois, verticales, sujets, etc. Et je pense que de plus en plus quand même les organisations se rendent compte que ce qui compte, c'est de détecter les personnes avec la bonne, je dirais l'espèce de bon corpus de valeurs et la bonne prédisposition. Et ensuite, finalement, on formera les gens et on y arrivera. Quand je dis ça, il faut le prendre avec des pincettes. On en est au démarrage, mais je crois quand même que c'est le sens de l'histoire. Donc, il faut se détendre par rapport à ça. Par contre, ce qui est clair, et ça, j'en suis persuadée, il ne faut pas être naïf. On rentre dans des époques où il va falloir se former en continu. Enfin, justement, j'ai envie de te dire l'espèce de blague de t'as fait l'ENA ou HEC à 23 ans et quand t'es à ton enterrement, on te rappelle que t'étais major de l'ENA. Enfin, je veux dire, ça, c'est terminé pour le coup. Déjà, pour des raisons objectives. Mais même au-delà de ça, non, mais ça, c'est un prisme très français. Enfin, je veux dire, en France, on te demande les études que t'as faites 30 ans après les avoir faites. Enfin, c'est du délire. Enfin, je veux dire, t'as eu une carrière, t'as fait des trucs. Enfin, tu vois, t'es redevable de plein d'autres choses. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est plus ton diplôme de sortie qui va conditionner ta vie. Ce qui va conditionner ta vie, c'est ta formation en continu, ton envie de faire des choses, ta volonté, ton travail, et puis tes soft skills. Enfin, la capacité que tu auras à nouer des liens et à créer des ponts entre les mondes, parce que c'est ça l'avenir. Hein. Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu attends quand tu recrutes ? Moi, j'ai envie Déjà, j'ai beaucoup besoin de gens passionnés. Moi, c'est hyper important de me dire que je travaille avec des gens qui ont presque plus envie que moi de faire des choses, tu vois. Voilà, moi, le côté moi, je suis là pour mon job et pas plus. Même si je suis super skillée, ça vraiment, je reconnais, ça ne me fait pas très, très vibrer. Et puis, le deuxième élément, j'ai envie de gens qui ont une dimension... Voilà, moi, je vais essayer de te le définir comme ça. J'aime bien des gens qui sont très loyaux et qui délivrent, donc qui sont fiables, mais qui sont aussi très punk. Moi, j'ai énormément besoin... Tu vois, moi, je pars du principe que je sais loin... Enfin, je sais pas tout du tout. Que même, il y a énormément de dimensions dans l'époque qui sont très nouvelles et que moi-même, j'appréhende probablement que partiellement. Et j'ai besoin de me dire que je vais m'entourer de gens qui vont être force de proposition, qui vont voir des choses que je ne vois pas. Et ça, je trouve que tu le sens assez rapidement dans les gens quand tu les rencontres, tu vois, cette espèce de force de proposition. Donc la passion et le côté très défricheur et ne pas avoir peur de faire un pas de côté, mais tout en étant quand même assez, de délivrer, parce qu'au final, le métier, c'est quand même délivrer dans des espaces-temps précis, etc. Donc voilà, je dirais ces deux dimensions sont hyper importantes pour moi. Et c'est pas trop dur aujourd'hui de dénicher ses talents. J'ai l'impression que c'est... Enfin, comment vous faites j'imagine que Mac reste quand même une marque très admirée, donc très contactée, mais est-ce que toi, t'essayes de faire de la veille de ton côté, repérer des talents Je pense que pour en parler de façon très générale, hein, je pense qu'effectivement, tu as des secteurs d'activité ou des marques qui sont plus ou moins appealing. Mais en parallèle de ça, moi, je trouve que c'est génial parce que ça oblige les managers, dont je fais partie, à une grande
humilité et obligation à soi-même, en fait, de mettre beaucoup sur la table ses valeurs personnelles, son modus operandi personnel, donc de se remettre aussi en question et puis de donner envie. Enfin, je veux dire, moi, je pars du principe... Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes pour recruter. J'ai de la chance, mais parce que je pense qu'il y a j'essaie de donner envie aux gens, quoi. Je pars pas du principe que c'est unilatéral, c'est moi qui décide, c'est une relation, c'est quelque chose qui va se faire à deux, enfin, on va se choisir mutuellement, on va avoir envie ensemble de faire un bout de chemin. Donc un entretien, c'est à la fois la personne qui évidemment doit me donner envie, mais il faut que moi aussi je donne envie à la personne, sinon évidemment, mais même dans l'interaction, en fait, la personne ne donnera pas le meilleur d'elle-même, et l'entretien sera à 30% de ce qui pourra être. Donc je pense que là-dessus, il y a probablement une espèce Enfin, les cartes sont très rebattues versus avant où c'était très top-down et il y avait vraiment cette espèce de pouvoir qui appartenait aux décideurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus horizontal en fait. Et c'est très bien, c'est assez sain en fait, parce que ça reste des relations humaines et que les relations humaines, elles ne se décrètent pas en fait. Elles se construisent, elles s'amadouent et il y a cette espèce de confiance, cette espèce d'attirance, cette espèce de désir de faire un bout de chemin ensemble ou pas, quoi. Tu diriges combien de personnes aujourd'hui ? Beaucoup. Tu peux pas nous dire all right. Non, parce que je me dis ça doit être quand même un défi, quoi. T'as pas eu de mode d'emploi pour ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école pour le coup. Non, mais c'est pas un truc que t'apprends à l'école. Par contre, c'est beaucoup de bon sens. Enfin, tu vois. Ouais. C'est beaucoup de bon sens. Et puis il faut aimer les gens. Voilà, je vais être un peu bête dans ce que je dis. J'aime bien les choses très basiques, moi. Je pense qu'il faut opérer avec des concepts simples, parce que la vie c'est pas si compliqué à la fin. Je crois qu'il faut aimer les gens, les respecter, leur donner leur champ d'expression. Les porter et puis les faire participer pour de vrai. Que si tout ça, tu arrives à le mettre en place, il n'y a pas trop de problèmes en général. Tu te souviens d'une grande déception que tu as eue dans une relation de travail ? Ah oui, j'en ai eu plein. Ouais. T'en as une en particulier la trahison. Ouais. Voilà, quelqu'un qui m'a trahi très fort. Mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup appris. Et t'en tires après des conclusions, tu te dis... Oui et non. Enfin, oui, au sens où tu te dis qu'effectivement, il faut... Comment on peut s'en prémunir, en fait ? Alors, c'est là où je te dis que oui, intellectuellement, tu comprends. Tu te dis qu'il faut être beaucoup plus, peut-être, sur la réserve. Et à la fois, quand c'est pas ta personnalité, c'est pas ta personnalité. Donc, je crois qu'en fait, tu te dis que c'est un mal pour un bien. Ouais. Et que de toute façon, les gens toxiques et les univers toxiques, il vaut mieux... Il y en aura. Il y en aura, etc. Ouais. Et que c'est pas grave parce qu'au final, c'est pas pour toi, quoi. Voilà. Si jamais on revient à Sabrina qui sort de ses études, à ce moment-là, plus tu nous disais que c'était pas forcément l'univers où tu étais la plus épanouie, comment est-ce que tu sais où t'orienter après ? Parce que du coup, est-ce que tu as quand même développé un attrait pour le commerce, pour la vente ou... Pas vraiment. J'ai vraiment... je fais vraiment partie des gens peu renseignés et qui n'avaient pas et n'ont toujours pas vraiment d'idées très précises, en fait, d'une carrière. Je suis sortie diplômée à un moment compliqué parce que c'était le 11 septembre. Donc, il y avait pas mal de boulot, de postes gelés. J'avais moi-même 2 propositions de job qui, à ce moment-là, ont été gelées. Et en fait, je suis partie, j'ai pris la tangente. J'ai fait une rencontre, justement. Quelqu'un m'a proposé de le rejoindre. C'était une entreprise, une petite boîte, on dirait aujourd'hui un quasi mode start-up, tu vois, qui faisait du développement et de la commercialisation de licences de parfums partout dans le monde. Et la personne cet entrepreneur m'a dit, voilà, vous allez voyager. Je me souviens, moi, quand il m'a dit vous allez voyager, je me suis dit, waouh, c'est génial. Moi, je rêvais de voyager, j'avais très peu voyagé. Et il m'a dit, je vais surtout vous faire voyager en Amérique latine. Moi, c'était mon rêve, en fait. Tu vois, moi, je suis d'origine espagnole par ma grand-mère. J'ai toujours adoré... j'avais des espèces de... de rêves. Mais ouais, de rêves, de fantasmes, en fait, de trucs sans vraiment mettre des mots dessus ni quoi que ce soit. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, mais je voulais découvrir ces territoires. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bingo, tu vois, je vais évidemment y aller, et puis on verra bien. Et c'est comme ça que j'ai démarré, un peu par hasard. Et donc, je me suis retrouvée, effectivement, plutôt dans un job de commercial, plutôt dans le grand export, en Amérique latine, donc même pas dans ma langue, etc. Et puis, en fait, déjà dans le monde de la beauté, puisque c'était du parfum. Ouais. Et en fait,
de façon assez amusante, ça a un peu conditionné le reste de mon parcours. Enfin, et légèrement. Là, tu t'y es plus? T'as aimé ce défi? T'as un peu été jeté dans le bain quand même. Ouais, complètement. Mais ça, je crois que c'est une chance. Hein. Quand tu rencontres des... Sur le moment, c'est dur. Hein. Attention, sur le moment, tu le prends pas nécessairement comme une chance. En fait, tu te dis, oh là là, mais j'aimerais tellement être dans des univers plus baqués. Mais... Ça force à apprendre sur le tas, tu quoi. sors de ta zone de confort, quoi. Ouais. Et en fait, moi, il y a un élément que je trouve très important et qui, je crois, peut-être m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est que je crois que je suis à l'aise un peu partout, en fait, et un peu avec tout le monde. Parce que, justement, j'ai eu une vie assez riche en termes de rencontres et d'univers, et qui n'ont mais rien à voir les uns avec les autres. Et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à avoir un relationnel... assez profond en fait avec les gens avec qui même je bosse et pas que dans ma vie en général. J'aime bien créer des vraies relations parce que voilà, je pense que c'est ça qui reste en fait, c'est ça qui compte. Et puis c'est ça qui fait gagner beaucoup de temps quand tu es très très loin au démarrage. Si tu n'arrives pas à connecter assez rapidement sur certains éléments qui ont rarement à voir avec le business, enfin soyons clairs, le business, discuter des KPI et des machins et des marges, tout le monde sait le faire, mais en fait comprendre l'élément psychologique qui compte pour ton interlocuteur et y aller jusqu'au bon moment. Enfin, en fait, vraiment une forme d'intuitu personnel, de séduction et en même temps de respect, d'intérêt. Enfin, cet intérêt pour la psychologie, je crois que c'est ça qui m'a toujours beaucoup porté, beaucoup plu. Donc j'ai adoré et puis surtout, j'ai voyagé. Et puis j'ai été mise à rude épreuve très tôt, en fait. Et je pense que, pareil, ça aide beaucoup pour la suite parce que tu comprends très tôt que c'est mouvant, quoi. C'est très mouvant et qu'il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Et puis aimer l'aventure. Je crois qu'il n'y a rien de... En fait, tu vois, moi, si je devais savoir exactement où je serais le 25 février 2025, je crois que je serais très triste. Je me dis, ça doit quand même être assez difficile pour toi si justement tu as beaucoup basé tes relations de travail sur des relations, parce que tu as quand même beaucoup bougé au final. Donc, à quel moment tu t'as senti que c'était le moment de bouger? Parce que quand on fonctionne à l'affect, il y a aussi un côté, j'imagine, où t'es attaché aux gens avec qui tu travailles. Et tu sais ça, Louise, c'est comme les histoires d'amour, je pense. Tu sais quand c'est fini. Donc tu t'es écoutée, quoi. Ça sera ça ma réponse. Mais il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres de savoir. Oui, mais c'est jamais facile. Et puis il y a toujours le moment où tu es dans le déni, le moment où tu t'entêtes. Mais au fond de toi, tu sais. Tu sais quand tu dois... Tu vois, quand il faut que tu passes à autre chose, tu le sais. Donc, c'est assez naturel, je dirais. Et donc, ça a été quoi, toi, la suite après cette première entreprise? Ça t'empêche que tu gardes les gens avec toi, tu vois. Moi, j'ai toute ma vie professionnelle été jalonnée de rencontres que j'ai la chance d'avoir continué à développer en fait et à garder auprès de moi et pour certains même avec qui peut-être je travaille pas aujourd'hui mais je retravaillerai demain, etc. Enfin voilà, donc pour moi pas de rancune. Non, et puis franchement, moi je pense qu'il faut pas s'embarrasser avec ça quand ça prend trop d'énergie, trop de temps et que l'énergie faut la mettre au bon endroit. Et donc après t'arrives à l'Occitane directement? Alors en fait je suis partie vivre aux États-Unis en 2007, j'arrive à New York. J'ai la chance d'avoir les papiers, donc déjà ça m'aide énormément pour trouver un boulot. Et puis je trouve sur, alors ça va pas me rajeunir, mais tu vois, j'étais sur Yahoo Hot Jobs, donc ça existait vraiment à l'époque. Et ils cherchaient un marketing manager pour l'Occitane et j'ai postulé. Tu vois, moi j'étais française à New York, l'Occitane. Je me dis c'est tellement drôle. En plus j'adore la Provence, j'adore la Méditerranée. Bon bref. Et puis j'ai été prise. Et en fait, là a démarré une histoire qui a été vraiment une histoire d'amour. Je suis restée 10 ans chez l'Occitane. Et je suis rentrée toute petite. Et puis j'ai gravi tous les échelons jusqu'à la direction générale de l'Europe. Et j'ai aimé d'amour cette aventure, profondément. Et t'es restée à New York les 10 ans ou pas? Non, je suis restée à New York un peu après un an. Ensuite, j'ai été mutée en Angleterre. J'ai fini... Alors, en Angleterre, pareil, c'est très drôle. J'ai été accueillie par à l'époque, le DG qui a été, lui, un Britannique pur sucre. J'avais été un peu imposée à lui parce que j'avais eu des bonnes performances aux US. Donc, on m'avait envoyée à Londres et on lui avait dit, vraiment, cette fille, elle est bien, il faut que tu la prennes. Et lui, il n'avait absolument pas envie qu'on lui explique qui il devait prendre. Parce qu'en plus, c'est un mec qui a un vrai gros, fort caractère. Aujourd'hui, il dirige The Body Shop. C'est le CEO de The Body Shop. C'est mon mentor. Il s'appelle David Boyton. Je l'adore. Et vraiment, il m'a fait la misère pendant 6 mois. Mais la misère, c'est-à-dire vraiment, il ne m'a pas dit bonjour.
nous parlait en meeting, il me regardait pas. Enfin, vraiment, il m'a éprouvée, quoi, parce que il voulait voir ce que j'avais dans le bide. Et l'espèce de petite française, bon, déjà, les Britanniques et les Français ont quand même un petit différent millénaire. Et puis, cette espèce de petite française, comme ça, parachutée, etc. Puis lui, c'était un retailer. Il venait de chez Tesco, Watson. C'était un mec de terrain, dur, tu vois. Donc, la nana, là, il s'est dit, OK, celle-là, je vais n'en faire qu'une bouchée. Et je l'ai bluffé, quoi. Mais vraiment, enfin, je te le dis, sans prétention, mais en fait, il s'attendait tellement pas à ça. Il s'est dit, mais la vache. Et après, ça a été l'amour fou. Hein. Okay. Après, ça a été le mec qui a vraiment, lui et le CEO de l'Occitane, ils ont vraiment fait ma carrière en me positionnant sur des jobs probablement trop gros pour moi, jeune. Mais parce qu'ils se sont dit, elle en a dans le bide, en fait. Et elle mérite, et elle a du cran, et elle est bosseuse, et elle aime cette boîte pour de vrai, et elle veut la servir, donc go for it, quoi. Et je ne leur serai jamais aussi reconnaissante. Et même David, tu vois, je lui en veux même pas de m'avoir mise à l'épreuve. J'ai aucun souci à ce qu'on me mette à l'épreuve. Je pense que, à minima, mettre à l'épreuve, c'est déjà une forme de respect. Ça veut dire que quelque part, on donne sa chance à quelqu'un. Je pense que le pire des impolitesses, c'est de ne pas donner la chance aux gens. C'est vrai. Donc voilà. Mais comme, enfin, je me dis, il y a quand même aussi pas mal d'enseignements à tirer là, de comment, si des personnes souhaitent évoluer dans une boîte qu'ils apprécient aussi sincèrement, mais peut-être ils stagnent, ils sont bloqués, quel conseil t'aurais à leur donner pour essayer de reprendre un second souffle? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. Il y a une règle, certes, quand même, qui s'applique, c'est aussi la chance. Hein. Non, mais c'est horrible. Toi, tu fais partie de la team... Non, mais je fais pas partie de la team chance, au sens où c'est pas que de la chance. Ouais. Mais il y a vraiment des gens qui ont des carrières incroyables. Tu te dis, ils ont toutes les planètes qui ont été alignées à plein de moments. Voilà, ça existe. Et moi-même, j'ai eu ça aussi. Enfin, je veux dire, j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai fait les bonnes rencontres. Donc, tu peux pas mettre ça de côté. La chance compte. Enfin, je veux dire, l'endroit où tu nais... les parents avec lesquels tu grandis, ça conditionne quand même conséquemment ta vie. Donc la chance, bien sûr que ça existe. Et la malchance aussi, par ricochet. Par contre, une fois qu'on a mis ça de côté, hein, la chance, ça se provoque aussi. Donc moi, je dirais deux choses. Je dirais qu'il y a quand même une chose très importante, c'est qu'il faut du mieux qu'on peut choisir son manager. D'accord. Donc se démerder, se débrouiller pour aussi être dans les bonnes équipes. Parce que mine de rien, un manager, ça fait beaucoup pour les personnes. Hein. Il y a des managers qui se battent, il y a des managers qui veulent ton bien, il y a des managers qui veulent que tu grandisses. Et ça, il faut arriver à les spotter suffisamment tôt, parce que c'est aussi des gens qui t'aident énormément à sortir de ta zone de confort, te donner des sujets de plus en plus ambitieux, te mettre en avant, te valoriser, parler de toi, te positionner sur les jobs. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est très important de se dire assez tôt, OK, chez qui j'ai envie d'être et comment, etc. Et puis ensuite, il faut soi-même... Moi, je reviens toujours à mes 2 points de tout à l'heure. Être extrêmement fiable. La fiabilité, c'est énorme. Hein. Mais être aussi punk, quoi. Je pense que quand tu arrives avec des propositions... Enfin, je connais personne, sauf à être vraiment très, très mijauré. Mais surtout dans le monde professionnel actuel où les cartes sont rebattues tout le temps, parce que tout change et les codes, les règles changent. Je ne connais personne qui dira non ou qui n'écoutera pas des gens qui arrivent avec qui sont force de proposition et qui ont des idées. Enfin, au contraire. Donc, voilà, être fiable... Punk, ce que j'appelais punk tout à l'heure, mais être vraiment force de proposition, être créatif. Et puis, repérer les gens qui feront quelque chose pour toi quand même, qui t'aideront, qui te tendront la main. Non, il y a beaucoup d'humains quand même là-dedans, c'est clair. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas trop apprendre. Il y a des trucs qui t'ont aidé, toi, à mieux cerner les gens? Parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est beaucoup de compréhension de l'humain, quoi. Ce qu'on se disait tout à l'heure, de par mon parcours, j'ai navigué dans des milieux totalement opposés les uns aux autres, tu vois. J'ai même navigué dans des milieux très créatifs, dans des milieux très financiers, j'ai navigué dans différents milieux sociaux, j'ai navigué dans différentes géographies. Donc j'ai envie de dire aux gens, sortez de chez vous, quoi. Voilà. Mais en ce moment, non. C'est tout le paradoxe. Mais t'as raison, et à la fois non, mais il y a un moment, c'est clair qu'il faut sortir sa grotte. Ouais. Voilà, confrontez-vous à l'altérité, en fait, mais dans ce qu'elle a de même parfois de plus radical, hein, parce que c'est ce qui développe quand même le quotient émotionnel et du coup la profondeur de la relation qu'on est capable de créer avec les autres. Et puis surtout, plus je vieillis et moins j'ai de certitude. Okay. Ah non, mais ça, c'est hyper important. Je pense que quand on est jeune, on est persuadé de certains trucs. Tu vois, on se dit, mais moi, j'étais la première. Enfin, moi, j'étais la militante de milliards de trucs. Et avec 20 ans de recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été
immature et naïve, inexpérimentée, bon, naïve. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'on déplace des montagnes, tu vois ? Oui, t'as raison, mais je crois qu'il faut se dire... en fait, la vie, ça apprend aussi à se défaire de tous les oripeaux, des choses qui comptent pas. Et tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des études, etc., moi, je te dis, je ne pourrais jamais cracher sur les études. Je pense que les études, c'est une chance. Mais on s'en fout, en fait. Des diplômes, 20 ans après, c'est plus ce qui compte. 30 ans après, c'est plus ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu es devenu comme personne et la qualité des relations et la qualité de ce que tu mets dans ta vie, quoi. Et j'y suis pas du tout. Hein. Moi, je pense que ça, c'est le chemin de la vie, justement. Mais je crois qu'au fur et à mesure de la vie, tu retires plein de choses, en fait. Ouais. Tu t'es battu pour en avoir plein. Et en fait, à un moment, il faut que ça soit simple. Ouais. Il faut que la relation et le rapport aux choses, au monde, soient hyper simples et reviennent à des choses élémentaires qui sont, tu sais, des trucs très bêtes. Je me souviens très bien, j'avais trouvé ça génial, une biographie. Pourtant, c'était la biographie d'un banquier d'affaires, un grand banquier d'affaires qui a marqué vraiment le XXe siècle. Qui était assez talentueux, génial, visionnaire, etc. Et à un moment, il y avait cette question. Alors, tu vois, là, vraiment, ça ne vient pas de moi, hein, mais je trouve ça assez génial. On lui avait dit qu'est-ce que vous avez essayé de faire dans votre vie, ou quelle trace vous avez voulu laisser, ou de quoi vous êtes fier. Enfin, je ne sais plus exactement quelle était la formulation, mais je me souviens de sa réponse, qui était, vous savez, je crois que quand on essaie d'être un bon ami, un bon patron, un bon père, un bon fils et un bon mari, c'est déjà pas mal. Et c'est débile, en fait, mais je te promets que ça doit rester le leitmotiv, en fait. Ouais. Voilà. Ce que je trouve difficile, c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Et en fait, je trouve que c'est difficile pour être ce genre de personnalité qui a du mal à être satisfaite de ce que je fais et qui veut toujours plus, alors que fondamentalement, j'ai compris que c'est pas ce qui rend heureux d'avoir plus. Mais dans les faits, je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'en fait il faut mais t'es dans l'expérimentation pour se rendre compte qu'en fait tu t'es battu pas forcément pour les bonnes choses. Non, mais je pense que de toute façon personne ne peut faire l'économie de l'expérience et de l'expérimentation. Enfin, et toi t'es à un âge, enfin je me permets pas de trahir ton âge, mais je le connais à peu près, t'es encore très très jeune. Ouais, donc, je peux le dire moi. Donc voilà, et puis ça va durer encore longtemps. Même moi, je suis à un moment où j'expérimente. La différence, c'est je pense que tu continues quand t'as ces tempéraments, et je pense qu'on a un peu similaire là-dessus. Tu expérimentes et tu expérimentes toute ta vie. La différence, c'est que tu n'en attends pas la même chose. Tu ne le fais plus pour prouver aux autres ou pour exister ou pour qu'on te dise c'est bien, etc. Tu le fais parce que ça fait du sens, parce que ça fait du bien et parce que c'est vital pour toi. Mais c'est ça qui change, en fait. Ouais. C'est ça que j'appelle la simplification des choses. Je crois vraiment, hein, quand même, qu'avec la vie qui passe et les épreuves, les combats, les trahisons, les tristesses et l'apprentissage et les joies aussi, et les merveilleuses rencontres, etc., tu te rends compte que t'es qu'un tout petit machin dans un truc très très gros qui te dépasse. Et je pense que t'as quand même un besoin de transcendance. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et qu'en fait, servir le collectif à ta façon... Moi, tu vois, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup dans mon engagement social, sociétal, je ne sais pas comment on dit, et dans le fait d'essayer d'être une bonne personne au quotidien, que je trouve énormément de bonheur. Je suis hyper heureuse, enfin, ça me remplit. Ouais. Je pense que c'est ça, tu vois. Pendant très longtemps, et même encore après, tu fais des choses parce que tu remplis un vide. Puis à un moment, tu as aussi un peu moins besoin de remplir parce que finalement, tu as réussi à te remplir différemment. Ouais. Et je pense que ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'humain et qu'on en revient toujours à la qualité des relations et qu'on en revient à un truc auquel moi, je crois beaucoup. Alors, c'est un mot hyper galvaudé et qui a l'air crétin, mais moi, je crois en l'amour très, très fort. L'amour sous toutes ses facettes. Enfin, l'amitié, l'amour filial, parental, la vie sentimentale et la vie professionnelle qui est aussi une forme d'amour que tu donnes aux gens. Moi, c'est un des trucs les plus importants de ma vie. Qu'est-ce que tu dirais à Sabrina qui sort d'HEC ? Je lui dirais, t'aurais dû te faire plus de potes et probablement kiffer beaucoup plus ta scolarité que tu ne l'as fait, parce que je suis vraiment passée à côté de l'école, moi.
totalement. Mais parce que donc tu disais que comme tu étais boursière, tu avais un emploi du temps aménagé. Ouais, et puis ça m'intéressait pas. Enfin, tu vois, j'étais pleine de préjugés aussi parce que je me disais, oh là là, ils sont tous là à se bourrer la gueule, à faire leur petite... Enfin, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai d'autres choses plus importantes et plus intéressantes à faire. Et je pense que je suis passée à côté de plein de gens que j'ai finalement, heureusement, rencontrés plus tard dans ma vie. Mais oui, j'aurais dû beaucoup plus m'amuser. Je me suis pas beaucoup amusée, en vérité. Mais c'est pas grave, je me suis bien rattrapée après. Mais je lui dirais ça, je lui dirais, écoute-moi bien. C'est une seule fois dans la vie, là, c'est 3 ans d'études. Donc, tu sais quoi, faut aussi kiffer. Voilà ce que je me dirais. C'est grave un truc que j'essaie de garder en tête. C'est un truc que m'a dit mon oncle. Alors, je pense même pas qu'il écoutera ce podcast, mais sait-on jamais. Il a énormément travaillé, quoi, depuis ses 20 ans, là, aujourd'hui 55 ans. Enfin, en tout cas, de ses 20 à 50, il a vraiment trimé. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, il dit... Il profite vachement, alors que pourtant il dirige, tu vois, un truc et tout, mais en fait il a cette expression, je crois que je l'ai déjà dit une fois dans un podcast, mais il a cette expression où il dit ouais, quand je bossais comme un connard. Et en fait ce truc où il se regarde lui-même en se disant mais pourquoi je me suis tuée au travail en fait, que j'essaie de garder en tête, parce qu'en fait il dit ce que tu retiens après à 55 ans, c'est pas forcément les heures supplémentaires que t'as fait, mais c'est les moments passés avec ta famille, avec les personnes que t'aimes. Mais bon, voilà, comme tu dis, quand on a une personnalité peut-être comme la nôtre, où on veut prouver des choses, se prouver des choses, on pense que c'est ça qui va nous remplir. Alors moi, ça me fait du bien d'entendre des personnes qui disent au final, ce qui compte, c'est aussi l'amusement que tu passes aussi dans ta vie, quoi. Bien sûr, mais je pense que tu t'amuses dans tous tes projets. Donc toi, t'es plutôt sur la très bonne voie, j'ai envie de dire. Hein. Tout va bien. Mais bon, je suis pas très inquiète pour toi. C'est sûr, mais bon, je pense que tout est une question d'équilibre, et c'est vrai que encore une fois de l'extérieur, c'est sûr, je reçois aussi pas bien le message. Non, mais il y a des gens boulimiques, tu vois. Enfin, il y a un moment, tu peux pas non plus aller contre ta nature. Enfin, t'es une boulimique, et c'est super. Je pense que la question, c'est ton rapport à toi-même, c'est pourquoi tu fais tout ça. Une fois que tu l'as un petit peu touché du doigt. Comment j'appelle ça au fur et à mesure des années. Je pense que ça, c'est pas ton parcours à toi, c'est le parcours de tout le monde de façon différente. C'est toi, clair. Je trouve que tu l'exprimes par ta boulimie d'expérimentation. Mais à la fois, moi, je suis très admirative de ça. Je trouve que c'est formidable qu'on ait des générations de filles qui soient boulimiques d'expérimentation. Tu sais, elles rattrapent aussi à toutes celles qui n'ont pas pu l'être. Hein. C'est vrai. Donc n'oublie pas ça. Mais j'y pense parfois et je me dis, je crois que c'est juste une urgence de vivre. Ouais. Tu vois le côté. Et pourtant, j'ai pas peur de la mort, tu vois, fondamentalement, parce que certains pourraient l'expliquer comme ça, mais c'est juste, je sais qu'on n'a qu'une chance, tu vois. Ouais, je suis donc je me avec dis à un toi. moment, Je suis d'accord avec ne toi. perdons pas de temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va arriver aux petites questions de la fin. Je me demande déjà, vu que tu as quand même lancé une grosse perche avec ton major en philo, là, s'il y a des livres... Non, mais t'inquiète, c'est pas une question piège. Mais est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs que tu apprécies particulièrement, que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, parce que voilà, tu penses que ça peut changer leur vie ou que ça peut en tout cas avoir un bel impact? Tu sais, c'est assez triste parce que j'ai beaucoup lu et ensuite j'ai beaucoup pas lu. Ça fait pas mal de temps que je lis plus beaucoup et je m'en veux énormément, alors que j'ai aimé vraiment la littérature, les mots, la langue française, follement. Les auteurs que j'aime, c'est un peu tarte à la crème, mais vraiment ils m'ont faite. C'est Camus, c'est Gary, j'avais lu un bouquin de William Styron que j'avais trouvé incroyable, Le choix de Sophie. Justement, j'étais à HEC, je m'ennuyais considérablement. J'avais lu ce bouquin, j'avais trouvé fou. Ensuite, j'ai découvert Philippe Ross. Voilà, après tellement d'autres. Tiens, si ça peut éveiller quelques envies. J'ai été très impressionnée par une femme écrivain française assez peu connue, qui traite des sujets du féminin, des sujets des classes sociales, enfin du sentiment de honte ou d'être mis de côté parce que justement tu viens pas du bon milieu et puis t'es pas du bon sexe. C'est Annie Ernaux. J'allais le dire. Non mais Annie Ernaux, il faut absolument que je pense les filles s'emparent d'Annie Ernaux, lisent Annie Ernaux, comprennent Annie Ernaux. On a une chance formidable d'avoir cet écrivain en France. C'est une grande dame, elle est remarquable, elle est hyper claire dans son propos, tu vois, dans ce qu'elle veut. Elle veut vraiment montrer à quel point sa vie a été cadenassée par le fait qu'elle était et femme et pauvre, et socialement inférieure. Et d'ailleurs, récemment, j'ai lu un article, un interview d'elle que j'ai trouvé fou. Et elle disait qu'elle était encore aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se départir de son origine sociale. Et elle citait cette phrase de Rimbaud. Elle disait « Je suis inférieure de toute éternité ».
Cette phrase m'a bouleversée parce que forcément, elle a eu une forme d'écho en moi et je me suis dit que j'étais... Enfin, tu vois, que ce parcours-là, je l'avais fait en fait. C'était pas du tout moi. C'était plus du tout moi. Mais j'ai compris vraiment viscéralement ce qu'elle voulait dire. Et la phrase de Rimbaud, évidemment, est magnifique. Et je pense que voilà, de cette espèce de souffrance, elle en a fait un terrain d'expérimentation littéraire incroyable. Ouais. Et elle disait à quel point elle avait été moquée, à quel point elle n'avait pas eu les prix qu'elle méritait, etc. etc. Elle a été, je crois... ils l'ont soumise comme candidate à un prix Nobel. Peut-être qu'elle l'aura un jour. Mais c'est un grand, grand, grand écrivain. Et elle a écrit sur des sujets, tu vois, l'avortement, le viol... qui sont pas que, qui sont des sujets aussi de génération de femmes, quoi. Ouais. Donc voilà, au moins si je peux éveiller quelques vocations, je dirais Annie Ernaux. Super, je mettrai tout ça dans la barre de description. J'ai envie de te demander aussi s'il y a des habitudes auxquelles tu ne déroges pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien qui t'aident ? Oui, alors tout à fait, je bois beaucoup d'eau chaude. Ok. Et donc probablement beaucoup. Alors j'essaie de boire. Alors moi je suis une fan de thé vert, mais c'est un truc, c'est genre c'est compulsif. Hein. Ouais. Mais alors je vieillis, donc après 15-16 heures c'est compliqué le thé vert. Non, donc mais après attends, je passe à la tisane. J'ai très peur parce que j'ai 23 ans. Je ne peux plus prendre de thé après 16 heures. Ben voilà, donc c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parfois j'ai l'impression que c'était une fabulation d'esprit. Non, pas du tout. Et moi je dors très très mal quand tu vois, je vais me faire un matcha à 18h parce que whatever, c'est une grosse erreur. Ouais. Donc ensuite je passe à la tisane. Donc ça c'est vraiment, ça c'est tous les jours de ma vie. Hein. Mais où que je sois dans le monde, quelles que soient les conditions, enfin j'ai besoin de mon eau chaude et de mon thé. Et je suis même arrivée à un degré de sophistication incroyable qui est que je voyage, je me déplace avec mon thé. S'il y a un truc que je peux pas foirer dans mon déplacement, c'est le thé que je bois. Parce que alors le thé pas bon, il y a rien de pire pour moi. Donc voilà. Et puis et toujours, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a cette symbolique de l'eau finalement. Et ça, c'est bon, pas terrible, mais je suis très honnête. Donc je le dis, j'ai besoin de prendre un bain le soir avant de me coucher. Ça m'apaise en fait. Et ça me permet de trouver le sommeil hyper facilement. J'ai l'impression que je me déleste des scories de la journée. Ok. Non, mais hyper intéressant. Tu vois, c'est cool. J'aime beaucoup entendre les différentes réponses parce qu'on se rend compte qu'au final, c'est juste des algues de self-care qui vont prendre une forme différente selon les personnes. Mais il y a toujours cette place J'aurais adoré te dire, je fais 30 minutes de sport et de plank tous les matins. Mais malheureusement, non. Écoute, on veut du vrai. C'est tout à fait le thème de ce podcast aussi. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais que ce soit ? Soyons fous, Annie Ernaux, non ? Avec ce qu'on vient de se dire, ce serait chouette que tu la reçoives. Ce serait très chouette. Mais je pense que tu peux la contacter. Ouais. À mon avis, ça pourrait... Tu sais quoi ? Je pense que c'est une punk, Annie Ernaux. Bah écoute, le pari est lancé. Je pense qu'elle adorerait venir à ton micro. Okay. Et je pense que ce serait génial parce que tu pourrais la faire découvrir à toute une génération. Et tout à fait. Ce serait formidable. Bah franchement, ce serait vraiment hyper intéressant parce qu'elle m'a marqué. Moi, j'ai eu une professeure d'économie sociologique qui était vraiment fan d'elle. Donc littéralement, tout ce que j'ai étudié en première terminale, c'est Annie Ernaux. Donc go for it, baby. Nous verrons ça. Paris lancé. Et impossible n'est pas Louise. Donc j'aime beaucoup ce mantra. Ça va arriver très vite. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Vaincre ses peurs. Se dire que, au pire... Et ça, je crois que c'est très... Enfin, moi, j'aime bien le dire aux gens, au pire quoi ? Au pire, on vous dit non, quoi. Et au pire, il y a un petit moment de honte qui est vite passé, mais la peur, il n'y a rien de pire, parce que la peur, c'est ce qui assigne à résidence. Donc, il faut oser en se disant qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Super. Bah écoute, merci beaucoup Sabrina. C'est un plaisir, Louise. Super conversation. J'ai vraiment été ravie de te recevoir. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Tu peux les rediriger, ça dépend de la nature des conversations qu'elles souhaitent avoir. Probablement sur Instagram, donc Sabrina Erlori, sinon sur LinkedIn, Sabrina Erlori Rouget, ou sur Facebook, sur Messenger, enfin voilà, en gros, les réseaux sociaux, basico-basique, avec plaisir, j'ai aucun souci, j'adore la conversation. Donc, super, voilà. Je confirme, elle est très active sur Instagram, donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast et je te dis à très vite. Je te remercie Louis, je t'embrasse. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Sabrina. Si elle vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en story et en post Instagram en nous taguant @SabrinaErlori et @MyBetterSelf. On est toujours hyper contente de voir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.